Et c'est maintenant au tour de la France avec un reportage de Marine de la Moissonnière intitulé « Les enfants perdus d'Espagne ». Un reportage diffusé une première fois chez nos amis de France Culture au début de l'année. Ces enfants sont en fait des adultes qui ont découvert tardivement la vérité sur leurs origines. Une vérité dérangeante. Nouveau-nés, ils ont été arrachés à leurs parents biologiques qui les croyaient morts. Ils ont été volés, placés ou vendus. Ce trafic a duré 50 ans, de Franco jusqu'à la fin des années 80, jusqu'à ce que l'Espagne se dote enfin de lois encadrant plus rigoureusement les adoptions. Aujourd'hui encore, ces crimes restent impunis. Combien sont-ils réellement? Nul ne le sait, et pour cause. Quand les familles ont un doute, elles retrouvent au mieux des certificats de naissance falsifiés, parfois des petits cercueils vides ou lestés à la place du bébé qu'on croyait disparu. Le reportage présenté par Radio France, Les enfants perdus de l'Espagne, Marine de la Moissonnière a retrouvé des victimes, enfants ou parents traumatisés à vie, comme cette mère à Madrid. On est devant l'hôpital 12 de octubre de Madrid. J'ai été admise le 18 août 1980. L'accouchement a été très rapide. Les médecins m'ont laissé sortir le 23 et le lendemain, quand je suis venue voir mon fils qui était en couveuse, il n'était plus là. Je suis entrée dans cet hôpital enceinte et j'en suis sortie seule. Je n'ai jamais revu mon enfant. On est sorti par là avec mon mari, on a descendu cette rampe. J'ai hurlé en pleurant qu'on m'avait volé mon fils, qu'il était à l'intérieur. J'étais hystérique. Avec le temps, mon mari s'est rendu compte que j'avais raison. Les vols d'enfants ont commencé en Espagne à la fin des années 30, comme un instrument de répression politique à l'égard des républicains, les Rouges. Reprenant à son compte les thèses d'un psychiatre militaire, qui fait du marxisme une maladie mentale, Franco ordonne de séparer les petits républicains de leur famille afin de sauvegarder l'hispanité. Plus de 30 000 enfants sont ainsi arrachés à leurs proches avec l'aide de l'Église. Certains sont adoptés par des familles bien pensantes, d'autres sont envoyés dans des orphelinats ou des institutions religieuses pour y être rééduqués. À 76 ans, Carlos Mercader n'a pas oublié l'éducation qu'il a reçue. Je me souviens plus de toutes les paroles. C'est un chant fasciste qu'on devait chanter en hissant le drapeau, avec le bras tendu. Vous voyez sur cette photo. On est aligné à côté du drapeau, le bras tendu. On faisait ça tous les matins. Et le soir, on devait réciter le rosaire. On faisait des choses sans réfléchir, juste parce qu'on y était obligé. La discipline était rigide et arbitraire. Tout d'un coup, on nous punissait. On ne savait pas pourquoi. Il y avait des châtiments très durs, comme par exemple quand on faisait pipi au lit. On nous mettait dehors, à côté du drapeau, pendant une bonne partie de la nuit, avec le drap mouillé sur la tête. Tout ça, ça vous marque. Le plus dur dans ces instituts, c'était le manque de tendresse. Ça et la peur. On avait toujours peur de se faire punir. Ce qui était dur aussi, c'était l'isolement de l'extérieur. Moi, par exemple, je n'ai connu le monde extérieur qu'en sortant à plus de 20 ans. Il m'a fallu boire quelques bières pour aller à la rencontre du monde. Une fois la rébellion républicaine matée, les vols d'enfants se poursuivent, y compris au retour de la démocratie. Ils ne se font plus pour des raisons politiques, mais sous couvert de bonne morale catholique. Les victimes, des mères célibataires, des femmes issues de milieux modestes, mais pas seulement. Le trafic devient un véritable commerce dont tirent profit des médecins, des infirmières, des curés et des religieuses, des fonctionnaires, des notaires et des avocats. Les bébés sont vendus à des familles qui ne peuvent pas en avoir. Parfois, on arrive à convaincre les mères que c'est mieux pour le bébé. Le plus souvent, on ne se donne même pas cette peine et on leur fait croire que leur enfant est mort. C'est ce qui est arrivé à Maricruz Rodrigo. Avec mon mari, quand on s'est rendu compte que le bébé n'était plus dans sa couveuse, on a demandé des explications à l'infirmière. Elle nous a renvoyés vers sa responsable. La docteure nous a annoncé qu'il était mort. Puis cette femme m'a dit que mon lait était très nourrissant.
et que ça serait bien que je continue à le donner. Mon mari lui a répondu, mais vous nous avez bien dit que notre fils était mort, non? Oui, oui, mais le lait de votre femme est vraiment très riche et on pourrait le donner à d'autres bébés. Mon mari a explosé. Qu'est-ce que vous croyez? Que ma femme, c'est une vache à lait? En plus, c'était vraiment cruel de me demander de venir dans un endroit plein de nouveau-nés. Je n'arrive toujours pas à raconter cette histoire sans pleurer. On a dit au médecin qu'on ne remettrait plus jamais les pieds ici. Mon mari lui a demandé de préparer le corps du bébé pour qu'on l'enterre. Elle lui a dit que c'était pas la peine, que l'hôpital s'occuperait de tout. Mais mon fils n'est enterré dans aucun des 14 cimetières de Madrid. Certains parents se sont recueillis pendant des années devant des tombes vides. À ceux qui demandaient à voir le corps de leur enfant avant l'enterrement, on présentait le cadavre d'un bébé congelé où on opposait une fin de non-recevoir. C'est ce qui a alimenté les soupçons de Maricruz Rodrigo. S'il est mort, pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont pas permis de le voir? Je leur ai demandé de me laisser l'embrasser. Ils m'ont répondu qu'il était défiguré. Alors mon mari leur a dit, recouvrez-le, on veut juste passer un peu de temps avec lui. Et ils nous ont dit non. J'ai eu beau leur demander, c'était non. Vous savez pourquoi ce médecin vous a volé votre enfant? J'imagine qu'elle s'est dit, ces deux-là, à 21 ans, ils ont déjà un bébé d'1 an. Pourquoi est-ce qu'ils en veulent un autre? Je n'ai jamais pensé à abandonner mon enfant. Il faut absolument que je sache où il est. Il faut que je lui dise que c'est vrai qu'on avait déjà un autre bébé. On venait d'emménager dans un appartement. Il était très jeune, mais on l'aurait élevé quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, il y a donc des mères qui cherchent leurs enfants, des sœurs qui cherchent leurs jumelles et des adultes en quête de leur famille biologique. Mais encore faut-il pour cela qu'ils sachent qu'ils ont été adoptés, car bien souvent leurs papiers d'identité ont été falsifiés. Je m'appelle Antonio Barroso et je suis l'une des victimes des vols d'enfants. Je suis né le 28 février 1969. J'avais 5 ou 6 ans quand j'ai commencé à avoir des doutes. À l'école, un petit garçon m'a dit méchamment « Ta mère, c'est pas ta mère ». Je me suis mis à réfléchir, à m'interroger sur les détails. Je n'avais jamais vu de photo de ma mère enceinte. Et puis, mes parents étaient beaucoup plus vieux que les parents de mes camarades. Alors, à 13 ans, j'ai demandé à ma mère « Maman, vous m'avez adopté ?» Elle a nié farouchement. Je me souviens qu'elle l'a vraiment mal pris. Elle s'est mise à pleurer. Mais ça ne m'a pas convaincu. Au plus profond de moi-même, j'ai toujours su que ces personnes n'étaient pas celles qui m'avaient donné la vie. Alors à 18 ans, j'ai demandé un extrait d'acte de naissance. Je vais vous le montrer. Il n'y a aucune mention d'adoption. Là, j'ai un peu laissé tomber. 20 ans se sont passés, et un jour, il y a 5 ans, j'ai reçu un coup de fil de Juan Luis, un ami d'enfance. Il me dit « Je suis à l'hôpital avec mon père qui est en train de mourir. Il vient de m'avouer que toi et moi, on a été achetés à une religieuse à Saragosse. Mes parents ont payé 150 000 pesetas sur 10 ans par traite. C'est plus que ce que valait un appartement à l'époque. » Gonzalo Porcet a 44 ans. Il a découvert à l'occasion de démarches administratives qu'il avait été adopté. Il n'y prête pas plus d'attention que cela sur le moment, mais quand le scandale des bébés volés éclate en Espagne, il commence à s'interroger. C'est en faisant des recherches sur Internet qu'il apprend que ses parents l'ont acheté. Avoir été adopté, c'est une chose, mais avoir été adopté illégalement et acheté, c'en est une autre. Je ne suis pas un frigo, ni un meuble, ni une voiture. Je suis une personne. Chacun a le droit de connaître ses origines, encore plus quand quelqu'un s'est pris pour Dieu et vous a changé de place. On m'a volé ma vie. Même s'il existait un document qui prouve que ma mère a autorisé mon adoption, avait-on pour autant le droit de me vendre? Il faut que j'aille jusqu'au bout de la vérité, parce que ça ne doit pas se reproduire. Dans leur combat pour découvrir leurs origines, les enfants perdus de l'Espagne ne sont guère aidés par l'État ou la justice. Quant à l'Église, elle refuse d'ouvrir ses archives. Fin décembre, le procureur général de la Nation a publié une circulaire rallongeant les délais de prescription. Désormais, les procureurs
procureurs peuvent également ordonner des tests ADN et des exhumations de cadavres. Un nouvel espoir donc pour les victimes. Jusqu'à présent, rares sont celles qui ont pu retrouver leur famille biologique. Kike Olivert a eu cette chance. Le 15 novembre dernier, il a fait la connaissance de ses parents à 47 ans. La première chose qu'elle m'a dite, c'est « Mon fils, mon fils, mon fils ». Mon père n'arrêtait pas de répéter que c'était la fin des secrets. Ma mère a énormément pleuré. Elle me répétait qu'elle m'aimait. Depuis, je l'ai au téléphone tous les jours et elle a énormément changé. Elle est heureuse. Vous les avez aimés tout de suite? En fait, ce sont des sentiments très étranges. Je les aime et en plus, ils sont adorables. Mais ça reste des sentiments bizarres. Je pense que petit à petit, ça va devenir naturel. Par exemple, ma sœur Carolina, je ne l'ai jamais vue en 47 ans. On ne se connaît pas. Et pourtant, il y a entre nous une attirance que je ne m'explique pas. C'est comme si on s'était attendu toute notre vie. Les enfants perdus de l'Espagne, c'était le reportage présenté par Radio France pour le prix du journalisme des radios francophones publiques.